Je suis très heureuse d'être là. C'est la première fois que je viens dans le wagon Paris. J'ai déjà mis les pieds dans les locaux du wagon à Londres. Et pareil, c'est dans l'Est, évidemment, dans l'Est de la ville, là où c'est cool. Et c'est pareil, très spacieux, très beau. C'est plus ambiance bois, mais c'est magnifique. Et j'adore le wagon. J'ai jamais travaillé avec eux, mais c'est vraiment une boîte extraordinaire qui est en train de complètement chambouler la notion de ce que c'est que la formation. Parce que la formation et la formation professionnelle, c'est un monde très ancien, très rigide, fait d'autorisation, de validation, de listes spéciales. Voilà, il y a des organismes, il y a de la réglementation, etc. Et puis le wagon, ils se sont dit au départ, ils se sont dit on s'en fiche un peu de tout ça, nous on s'adresse directement aux gens et leur volonté de se transformer, de prendre en main leur destin, etc. Et maintenant, en fait, ils se dirigent vers le marché gigantesque de la formation. En se heurtant à ce monde très rigide et très ancien, mais en apportant un vent de fraîcheur considérable. Et du coup, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire pour tous les gens qui vont devoir changer de carrière, en fait, et ils sont très, très nombreux dans les prochaines années. Donc voilà, le wagon... voilà, un gros cœur. Et WeMind, pareil. Alors, c'est pas seulement parce que je connais bien Inde, mais aussi parce que, pareil, ça correspond énormément à ma vision du futur du travail. Donc, je suis heureuse à double titre d'être ici ce soir. Alors, nous, on t'accueille pour donc, ce livre qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage » et qui est un livre sur le futur du travail. Alors, avant de parler de ton livre, je voudrais déjà faire un petit sondage dans la salle. Alors, dans la salle, qui est salarié? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Est-ce que vous pouvez garder la main levée, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que vous pouvez garder la main levée si vous êtes heureux dans votre travail? Voilà. Mais il reste quelques mains levées. Très bien. Ok. Est-ce que, voilà, vous pouvez baisser la main, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes indépendant ou en transition, c'est-à-dire en train de devenir indépendant, voilà. Donc là, on a une majorité d'indépendants. Voilà. En même temps, c'est WeMind. Hein. Voilà. Oui, mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, on sait qu'on a dans cette salle beaucoup d'indépendants. Alors, gardez la main levée, les indépendants, s'il vous plaît. Qui est heureux en tant qu'indépendant? Vous gardez la main levée. Si vous n'êtes pas heureux, vous baissez la main. Il n'y a quasiment aucune main qui se baisse. Qui est très stressé au travail? Gardez la main levée. Pas tant que ça, hein. Parce que normalement, on dit que les indépendants sont un poil plus stressés que les salariés. Ouais. Et donc là, on a beaucoup d'indépendants qui sont heureux au travail. Donc voilà. Bon, on a les meilleurs qui sont. On a les. C'est ça. Bon, et donc du coup, c'est intéressant parce que ça permet de savoir qui on est collectivement dans cette salle. Donc, moi, j'aurais pu lever la main avec tout le monde indépendant et très heureux. Enfin, on aurait pu faire l'exercice toutes les deux. Mais donc maintenant, on va parler. Alors, ton livre, déjà, il est passionnant. Enfin, vraiment. En plus, moi, je lis quand même tous les articles que Laetitia écrit et j'ai appris tellement de choses en lisant le livre. Que j'avais pas, qui n'étaient pas dans les articles. Qui n'étaient pas dans les articles et qui m'ont aidé à comprendre en fait que c'est une pensée, parce que dans un article, on ne peut jamais dérouler l'intégralité d'une pensée, ce qu'on peut faire dans un livre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la vie, il faut lire des livres, parce que comme ça qu'on apprend vraiment à découvrir la pensée de quelqu'un. Alors, ma première question, c'est donc, on a ici dans les mains un livre sur le travail. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec le travail, mais ton histoire personnelle, avant de rentrer dans les généralisations, les grands phénomènes, etc. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir toujours d'où vient une personne. Si je prends mon exemple, j'ai fait 10 ans de salariat, un petit peu plus. J'ai tout arrêté et finalement, voilà, j'ai créé une start-up, mais vraiment avec comme passion de pouvoir libérer le travail indépendant. Et donc, toi, c'est quoi ton histoire par rapport à ça? Oui, il y a une histoire dans laquelle il y a eu pas mal de souffrances et un chemin individuel qui est assez chaotique. Et je pense que c'était le point de départ de ma réflexion en fait sur le travail et les carrières et l'emploi. Et en fait, au départ, j'étais une bonne élève, je ne me suis pas posé la question. J'ai fait HEC. Ensuite, on m'a dit tu peux tout faire. Et j'ai travaillé dans une SS2I. La plupart d'entre vous, vous savez à peu près quel genre d'emploi on peut faire en SS2I, une entreprise de services numériques, après avoir fait une grande école de commerce. En gros, c'est des boulots de commerciaux où on vend des gens, on ne comprend rien à ce qu'ils font et on ne comprend rien à ce qu'on fait. Et en plus, il y a ce côté quand même très
extraordinairement gênant de vendre des gens, marchand de viande, une expression qui revient pas mal. Et quand en plus on comprend pas, il y a quelque chose de très 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 aliénant. Et quand en plus on est nul en vente, ce qui va en général avec le fait de pas comprendre, mais moi j'étais vraiment nulle, et surtout à 20 ans, souvent on n'est pas bon, à 22 ans en l'occurrence. Et donc ça a été une énorme souffrance. J'ai fait une dépression très jeune en fait, et sans mettre le mot dessus parce qu'on ne met pas ce mot-là, et puis en plus c'est un mot tabou donc on ne le dit pas évidemment. Et je voyais la vie professionnelle, la vie en général, mais la vie professionnelle en l'occurrence en noir. C'est-à-dire travailler en entreprise c'est horrible, je prenais le métro, je voyais les gens, en fait je voyais les malheureux parce qu'on a un espèce de radar quand on est un peu dépressif, où on voit la dépression aussi chez les autres, et moi j'avais beaucoup d'empathie, et je voyais les autres dont je sentais qu'ils étaient malheureux, et je me disais oh, celui-là aussi, celle-là aussi, elle est en dépression, la pauvre. Enfin, et j'ai espèce de voilà, donc c'est vraiment l'inverse des lunettes roses, quoi. C'est les lunettes noires où on voit un peu tout ce qui va pas. Et à partir de là, je me suis dit je vais pas pouvoir tenir longtemps. En fait, très vite j'ai réagi, et au bout de quelques mois, en fait, j'ai démissionné avec rien, je devais rembourser un emprunt parce que j'ai pris un emprunt pour faire cette école de commerce. Je devais gagner ma vie. Parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, et donc il fallait que très vite j'invente quelque chose. Et en fait j'ai fait plein de petits boulots, mais plein, vendeuse, j'ai même été vigile. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été vigiles. Parce qu'en fait, t'arrivais à faire peur Non, le but c'était d'être plutôt dans une intimidation subtile, la soft intimidation. Mais je l'ai eu parce que en fait je faisais énormément de jujitsu. Donc il y avait quand même l'idée que potentiellement je peux devoir en venir aux mains. Je n'en suis jamais venue aux mains, mais cette idée qu'il faut quand même quand on est vigile, il faut quand même avoir une confiance en soi et puis être bien dans son corps, pas avoir peur d'être potentiellement dans un conflit, quoi. Mais du coup, on sent que tu étais mieux là-dedans que dans le commercial quand même. Ah ouais. Ah non, j'étais très très bien. J'étais très à l'aise sur un tatami et en kimono. Après, je me suis profondément ennuyée parce que j'étais juste censée être là, rester debout et regarder. Et bon, je faisais des sourires aux gens quand même. Et puis de temps en temps, je me suis mise aussi à leur donner des conseils, etc. Ce qui n'était pas du tout le boulot d'un vigile. En fait, la description, la fiche de poste du vigile, elle est quand même très très minimaliste et elle n'est pas très tournée vers l'empathie, la douceur, la gentillesse et créer du lien. C'est juste être un poteau qui fait peur. C'est un peu comme un épouvantail. C'est pas un métier extraordinaire. En plus, on reste debout, donc pas très bon non plus de rester debout sans bouger, etc. Donc non, ça n'a pas été une expérience fabuleuse, mais j'aime bien la mettre dans ma liste et j'en suis fière. Donc il y a pas mal de plein de choses. J'ai commencé à donner énormément de cours, et en donnant des cours, des cours dans plein de disciplines, des cours particuliers, j'ai commencé en fait à avoir c'était ma première activité d'indépendante où je gagnais correctement ma vie, parce qu'en fait ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Quand on fait ça bien, on a un bon niveau et on est vraiment très investi, très vite on en a d'autres, et puis on monte ses prix, parce que forcément après aussi l'effort marginal d'un élève supplémentaire étant tel, on dit non là je vais pas le faire pour 20 €, quoi. Donc on monte ses prix, 30 €, 35 €. Alors 35 € on est content, et on commence à avoir des revenus, et puis on organise bien son truc, et du coup là je me suis dit ok, maintenant qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller, et j'ai entamé cette réflexion de un peu le purpose, voilà, le pourquoi, le quoi et tout. Et c'est devenu assez naturel pour moi de devenir prof, parce qu'en fait j'étais bien à l'école, j'aimais ça. D'ailleurs, donner des cours, j'aimais ça. Aider les autres à grandir, à mieux se connaître. Et vous voyez, je dis pas que apprendre une discipline, en fait, parce que ça c'est pas la chose la plus intéressante. C'était vraiment plutôt la dimension de aider quelqu'un à grandir et à se découvrir. Et donc, du coup, la voie était assez tracée, assez facile, parce qu'en fait, pour devenir prof, il faut passer un concours. Bon, c'est assez clair. On peut passer un concours, en fait, dans la discipline qu'on veut, du moment qu'on a un équivalent licence ou un équivalent maîtrise. Moi, j'avais un équivalent maîtrise, donc j'ai passé l'agrégation. Quelle matière, en fait, je m'en fichais un peu. J'aimais bien l'éco, j'aimais bien l'allemand. Moi, je suis moitié allemande, donc l'allemand, c'était pas un beau défi, donc j'ai passé l'agrégation d'anglais. C'était plus challenging. Et puis, du coup, j'ai enseigné en classe préparatoire, en prépa HEC, pendant 8 ans. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment... Parce que je faisais beaucoup de choses de manière très autonome. En fait, c'est un poste assez privilégié parce qu'on a moins d'heures de cours, on a plus d'autonomie, plus de liberté, plus de considération aussi, probablement.
pas des inspecteurs régionaux qui viennent surveiller regarder par-dessus votre épaule et vous taper sur les doigts si vous faites les choses différemment. Donc c'est beaucoup plus de liberté. Et j'ai fait ça avec passion, en faisant des choses assez... j'étais assez entrepreneur en fait. J'ai fait des cycles de conférences avec des entrepreneurs que je faisais venir devant mes étudiants. J'ai fait venir des conteurs pour travailler le storytelling. J'ai fait des ateliers de langage corporel et de posture pour les aider dans leur préparation des entretiens. Je faisais de l'orientation, du coaching, enfin voilà, un peu tout. Et puis j'étais la seule à être passée par là parce que enseignante en prépa HEC étant passée par les écoles de commerce et par tout le circuit, en fait, parmi les autres profs, j'étais la seule qui savait faire ça puis qui avait envie de le faire. Donc on me refilait tous ces trucs-là. Et puis j'avais un petit budget, ce qu'on appelle des calls, avec lequel je pouvais faire venir des intervenants. Alors on n'arrive pas à les payer des sommes folles, mais enfin, ça laisse un petit volet quand même de choses à faire qui peuvent être passionnantes. Donc j'ai adoré ça. En tout, j'ai enseigné pratiquement 10 ans. Donc c'est quand même une longue phase de ma vie. Et j'aurais pu le faire beaucoup plus longtemps. Je pense que j'aurais pu le faire toute une vie. Mais il y a quand même une autre forme de dépression qui s'installe, à faire toute une vie exactement la même chose. Parce que les cycles se répètent, il y a les rentrées, il y a les rituels, les discours du proviseur, puis les années passent, on voit les cheveux qui deviennent de plus en plus gris, les élèves, eux, ils ont toujours le même âge, mais nous, on a toujours 1 an de plus. On arrive au moment où, ça y est, on peut être leur mère. Et là, c'est aïe, et puis toujours pareil, répétition. Et l'impression de passer à côté de la vie réelle, alors que c'est réel aussi, hein, mais autour, les choses s'accélèrent et puis ça, c'est complètement immuable et ça a quelque chose de très déprimant parce que le temps passe très très vite. Donc moi, j'ai fait un premier enfant, deuxième enfant, mes enfants grandissent et tout. Puis, j'étais tétanisée. Donc ça, c'était une des raisons qui m'a fait bouger. La deuxième raison qui m'a fait dire qu'il faut que je fasse autre chose, c'est que c'est un métier très déconsidéré, très dévalorisé. Et en fait, ça me faisait souffrir le regard qui était porté sur moi. Et oui, je faisais sur les blagues sur tu fiches rien parce que t'es prof et les vacances, ça va. Mais en fait, j'en avais marre. Et maintenant, je fais les blagues inversées sur les salariés. Les vacances, t'es encore en vacances, hein. Je me venge là, je me venge de tout ce que j'ai subi. Donc il y avait ça, je pense que ça joue beaucoup. Et puis l'impossibilité en fait d'avoir une évolution dans le poste, parce que j'étais déjà dans le poste le plus élevé qu'on puisse rêver d'avoir quand on est prof. Et du coup, tout ce qu'on peut espérer, c'est de faire la même chose dans un autre établissement. Mais il n'y a pas de notion de progression pas de progression de salaire, mais de progression de carrière, salaire non plus, pas beaucoup. Et puis pas de place pour l'ambition, l'invention, la recréation. Donc il a fallu que je me réinvente de manière un peu plus radicale et ça a été assez compliqué. Mais je risque de parler encore 5 minutes de plus, ça va pas être un peu long? Comme tu veux, tu es chez toi. Je sais pas, vous voulez que je vous raconte la suite alors? Ok, donc je vais accélérer un peu le pas. Du coup, voilà, 10 ans de prof, un diplôme HEC, mais en fait, on est inclassable et on voit que les recruteurs, donc je sais qu'il y a des gens qui s'occupent de ressources humaines dans la salle, les recruteurs ne vous regardent pas comme quelqu'un qui va être intéressant pour eux. Ils ne voient pas les compétences, ils ne voient pas tout ce que vous avez fait, vous êtes prof, vous êtes dans une case qui n'a pas beaucoup de valeur et plus vous avez enseigné longtemps, moins vous avez de la valeur, ce qui est quand même assez paradoxal et assez différent d'autres types de carrières. Donc on ne savait pas trop où me mettre. J'ai compris à ce moment-là que peut-être je pouvais faire des choses en freelance, mais honnêtement, je n'étais pas prête. On ne passe pas de fonctionnaire à freelance. C'est pas possible. D'un point de vue mindset, c'est pas possible. C'est trop... D'ailleurs, je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires dans la salle? Salut oui. Bruno. Il y en a quand même un collègue de Sciences Po. On peut applaudir Bruno. Bruno Pallier, qui est un expert de la protection sociale. Donc, qui est très présent dans mon livre Du labeur à l'ouvrage. Donc tu n'es pas dans les remerciements, mais tu es remercié à travers les pages et les référents et les notes de bas de page. Il y a des fonctionnaires qui bossent, hein. Alors, comment on passe de fonctionnaire à freelance du coup? Il a fallu une étape intermédiaire. J'ai quitté la France. J'ai rejoint une entreprise technologique américaine pour faire des ressources humaines. Et les Américains en souffrent beaucoup moins de ce mal bien français et bien allemand aussi, qu'est l'adéquationnisme. Vous devez avoir un diplôme de tralala pour faire un poste de tralala, une expérience de truc pour faire un métier de truc ou un poste de truc. Donc cette idée qu'il faut une adéquation parfaite entre l'expérience ou le
diplôme et le poste que vous allez faire après. Et dans la tradition américaine ou britannique, vous faites des études de philo et par exemple, vous faites à Oxford on parle de l'élite en l'occurrence, hein, des études de philo et d'éco par exemple, ou même pas philo et poésie, et puis vous travaillez en banque d'affaires. Donc il y a beaucoup plus, surtout sur l'équivalent de nos grandes écoles, qui sont les grandes universités, l'Ivy League aux États-Unis ou Oxford, Cambridge au Royaume-Uni. Vous avez beaucoup plus cette idée que vous pouvez faire des études de quelque chose et puis faire autre chose derrière. C'est plus flexible, c'est plus souple, c'est plus pensé autour des compétences, des potentiels et des signaux que vous envoyez aux futurs recruteurs. Vous envoyez, en ayant étudié quelque chose ou fait quelque chose, le signal que vous êtes capable soit de réfléchir, soit de manager, soit enfin peu importe ce que vous voulez faire. Donc on est plus sur une théorie du signal dans la vision de la formation. Et du coup, ils sont beaucoup moins frileux pour embaucher. Ils sont aussi beaucoup moins frileux parce qu'il faut le dire clairement, ils peuvent virer les gens très facilement. D'ailleurs, il n'y a même pas de période d'essai. Voilà, ça se fait assez naturellement. Et donc, on m'a donné ma chance. Ça a été une cata aussi, un peu comme la SS2I. Je dois dire, j'ai pas été extraordinaire. T'as pas dit le nom de la société parce que moi, oui, alors maintenant, j'ose plus le dire parce que c'est extraordinairement controversé. Ça l'était moins il y a 5 ans. C'est une entreprise qui fait du big data qui s'appelle Palantir. Donc maintenant, quand je dis, voilà, je suis l'empire du mal, voilà. Et en fait, mais t'es pas resté longtemps. Hein. Je suis pas restée longtemps, mais c'est pas. En fait, c'est marrant parce que il y avait des choses il y avait des projets qui me plaisaient pas, mais il y en avait d'autres qui me plaisaient beaucoup, et c'est pas tellement la culture de l'entreprise ou même ce qu'elle faisait qui me dérangeait, que vraiment d'avoir un manager horrible et des choses beaucoup plus basiques. En fait, on part très souvent à cause d'un manager ou à cause d'une culture qui est assez toxique. Et là, il se trouve qu'en plus, il y a des projets très controversés qui ont été entrepris entre-temps, ou même qu'ils l'étaient déjà à l'époque, et c'est devenu, était vraiment mis sur très, très médiatisé, très critiqué, à raison et à tort, parce qu'il y a aussi des choses, parce que c'est pas une entreprise aussi horrible que les médias veulent le faire croire. Et donc c'était une expérience très très intéressante, et du coup, comme j'étais déjà à Londres dans un poste de salarié, et que du coup j'avais pas toutes les protections qu'on peut avoir quand on est salarié ou fonctionnaire en France, je me suis retrouvée avec rien du tout et avec cette espèce d'obligation de créer une nouvelle activité. Donc ça, c'était il y a 4 ans et demi maintenant. J'avais négocié un départ, j'avais négocié 2 mois ou 3 mois de salaire, et je me suis dit, voilà, j'ai 3 mois pour créer une activité. Et j'ai commencé à, d'abord, je pense, beaucoup parler de cette expérience, de ce vécu autour du travail, du management, de la souffrance au travail. Et j'ai commencé à écrire avec les fondatrices de Switch Collective, que vous connaissez peut-être. Qui connaît Switch Collective dans la salle ? Pratiquement tout le monde, c'est incroyable. C'est génial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a quand même quelques-uns, c'est une école, mais une école d'un autre genre, qui aide les gens à réinventer leur vie professionnelle quand ils ne sont pas heureux au travail. Donc, il y a cette dimension de l'aide du collectif, mais plus tous les outils du coaching, de la sociologie, de la psychologie, qui sont combinés pour un programme qui vous permet de mieux vous connaître et puis d'utiliser la force du groupe, de la promo, pour trouver des étapes à votre transformation, qui n'est pas forcément radicale. Vous n'allez pas forcément aller faire du fromage dans le Larzac, mais qui peut être une série de petites choses qui vont transformer votre approche du travail et vous faire sortir de la souffrance. Et donc, on a beaucoup réfléchi ensemble. Donc, elles étaient en train de fabriquer ce programme. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est génial, c'est passionnant. Donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était blog, écriture, livre blanc, enfin, ou les équivalents de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et j'ai commencé à écrire, passionnément sur le futur du travail. Et petit à petit, d'autres acteurs sont venus me voir, en fait. Donc, une plateforme de freelance, Malte, un cabinet de conseil en ressources humaines, Welcome to the Jungle, médias sur le travail, dont maintenant je suis rédactrice en chef de la partie recruteur, de la partie entreprise. Et donc petit à petit, du coup, c'est devenu une activité complète que d'écrire, parler sur le travail, le futur du travail, avec à chaque fois différents angles. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et voilà, donc ça c'est mon métier. Et du coup, depuis 1 an et demi, ça fait 2 ans que j'ai
commencé à travailler sur ce livre. Et l'idée, c'était de maintenant faire une sorte de... C'est pas une synthèse, parce que ça fait 330 pages, il est pas très court, hein, mais mettre sur le papier tout ce travail de manière cohérente. Finalement, qu'est-ce que je pense, quelle est ma vision, et qui ne soit pas une liste catalogue de tendances ou de choses un peu cool, mais une vision, y compris avec quelque chose qui est un peu... on va dire néo-marxiste par moment, néo-marxiste et libéral à la fois. Ça paraît incompatible, mais bon, enfin, lisez-le si vous voulez. Ok. Alors, en fait, ce que je voulais, c'était que tu nous racontes un petit peu cette histoire en gros, de ton parcours professionnel. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas linéaire. Comme l'histoire de manière générale n'est pas linéaire, enfin il n'y a pas grand chose qui est linéaire. Et moi je me souviens la première fois que tu m'avais contacté, en fait tu m'avais dans le cadre de cette activité-là, où tu m'avais dit je veux interviewer des freelances parce que je fais des trucs sur le futur du travail. Donc je t'avais donné des noms de freelances à interviewer. Et puis voilà, en fait c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et maintenant il y a un livre avec une pensée, avec quelque chose, tu es devenu une référence dans le domaine de la réflexion sur le travail, des ressources humaines, etc. Et en fait il y a une phrase qui vient de Nietzsche, en fait. Nietzsche étudie l'histoire de la philosophie, il lit tous les philosophes, et à un moment donné, il dit, en fait, à chaque fois que je lis un livre de philosophie, je lis la biographie de l'auteur. Parce que quand on écrit quelque chose, on écrit sa biographie, mais en beaucoup, beaucoup plus intelligent que ce qui s'est passé. Et donc maintenant que tu nous as raconté ta biographie réelle, et maintenant on va passer à ta biographie intellectuelle, qui est donc le livre. Et je voudrais que tu nous racontes un petit peu. Alors évidemment, le livre est hyper dense, et donc on n'aura pas. Enfin, c'est hyper frustrant pour moi parce que je sais qu'il y a 1 milliard de questions à te poser et qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser. Mais j'en ai quand même sélectionné quelques-unes qui me semblent vraiment centrales et importantes pour nous tous, parce qu'on a tous quelque chose à apprendre pour pouvoir évoluer dans nos vies. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que toute la première partie de ton livre est très historique. C'est une analyse de l'histoire. Et une des façons dont tu présentes ça, c'est tu dis on est passé de la sécurité à l'aliénation. Et donc, notamment, tu parles beaucoup du salariat, de pourquoi le salariat existait, en quoi c'était pas spécialement joli le salariat au début, qu'est-ce que c'est devenu, pourquoi il y a eu de l'aliénation, et qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce qu'on attend de toi, c'est de penser qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, on le vit tous. Enfin, on voit dans la salle qu'il y a beaucoup d'indépendants, qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de devenir indépendants, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du sens au travail. Et toi, tu as fait toute cette analyse historique. Donc c'est quoi l'histoire du travail? Avant de comprendre où on va, c'est quoi l'histoire de cette sécurité et de cette aliénation? En fait, le salariat tel qu'on le pense aujourd'hui, il est une construction historique très récente, en fait. Et on a tendance à l'oublier, on a tendance à ne pas penser hors de lui. Et il s'est construit sur l'organisation scientifique du travail dans les entreprises, dans le monde industriel. Et il s'est construit sur un compromis qui est devenu très très puissant, qui est le fruit d'un grand nombre de luttes, de rapports de force. Enfin, ça ne s'est pas fait tout seul, hein, je ne dis pas du tout que ça s'est fait tout seul, mais qui a provoqué la création d'un certain nombre d'institutions qui l'ont rendu tellement puissant, tellement solide, tellement irrésistible. Et le compromis ou le contrat, que j'appelle le contrat de labeur, qui s'est mis en place et qui fonctionnait si bien, est le suivant. En échange de la division du travail, qui est vraiment le pilier central de l'organisation scientifique, le One Best Way Tayloriste, donc la division du travail, c'est-à-dire l'aliénation, parce que c'est pas un métier, c'est pas un travail, on vous promet pas un travail épanouissant du tout. Donc en échange de la division du travail et de la subordination, l'obéissance à un chef, la séparation entre celui qui pense, celui qui exécute, la création du manager, etc. Et ben vous avez un ensemble, moi j'appelle ça en anglais un bundle, un agrégat, un ensemble d'avantages multiples qui sont évidemment le salaire, le revenu, mais avec ce revenu, il y a une promesse de solvabilité. Et la promesse de solvabilité, ça a donné une innovation extraordinaire qui est le crédit bancaire.
donc du coup l'accès au logement. Donc avec le salaire, l'accès au logement, et ça c'est une innovation de la seconde moitié du XXe siècle, ou du milieu du XXe siècle, parce qu'avant les banques ne prêtaient qu'à des gens qui avaient déjà du patrimoine, qui avaient déjà de l'argent. On ne prêtait pas sur la base d'hypothétiques revenus futurs. Donc ça c'est une espèce de nouveauté complètement, vraiment radicale. Donc accès au logement, accès à la consommation, la voiture, la maison de banlieue dans le contexte américain, le chien qui va avec, mais aussi grâce à des syndicats extraordinairement puissants, une identité politique, une identité syndicale, et ces syndicats vous donnent aussi la promesse d'un enrichissement futur, donc le fait que demain vous allez gagner plus qu'aujourd'hui. Et puis de manière implicite dans le contexte, mais dans ce contrat aussi, c'est la promesse que vos enfants iront encore mieux que vous, feront encore mieux que vous et gagneront encore mieux que vous. Plus, évidemment, c'est un sujet central dans le livre et c'est un sujet central pour Int avec WeMind, toute la protection sociale qui s'est mise en place progressivement. Alors selon les pays, c'est des dates différentes, mais en gros, c'est le XXe siècle. Protection sociale, protection santé, alors avec des exceptions et des systèmes différents d'un pays à l'autre. Alors moi, je brosse beaucoup le tableau autour de, en gros, États-Unis, Royaume-Uni, France. Il y a quelques références à l'Allemagne, mais c'est surtout États-Unis, Royaume-Uni, France, parce que je suis une ancienne prof d'anglais et prof de politique américaine, et donc forcément, ça a influencé mon écriture, mais c'est aussi parce que l'industrie et le contrat fordiste, ils viennent de ces deux pays. Hein. Enfin, la révolution industrielle, elle est britannique, et puis le contrat fordiste, il est américain, donc c'était logique en même temps que j'ai mes références de prof d'anglais. Où est-ce que je voulais en venir ? Oui, donc la protection sociale, d'autres institutions comme les congés payés, voilà, tout un ensemble de choses qui rendaient en fait la division du travail et la subordination parfaitement acceptable en fait. On ne se posait pas pas nécessairement la question du sens, de l'épanouissement, de l'autonomie, etc. Parce que ce package qui allait avec, qui s'est construit comme contrepartie, hein, la contrepartie était forte. Elle était forte dans un contexte aussi où le rapport de force était positif pour les travailleurs et où du coup le partage de la valeur, le partage de la richesse créée était favorable aux travailleurs. Donc ça, voilà, all in all, comme on dit en anglais, ça passait tout à fait. Et puis tu vois où je veux en venir, ce bundle là, ce package, il a commencé à se désagréger progressivement, y compris pour des salariés en réalité. Depuis à peu près 40-50 ans, on peut citer comme première grande tendance la mondialisation, la création, la standardisation du conteneur dans le milieu des années 60, qui a amené une explosion du trafic de biens. Et donc, évidemment, ça a très vite abouti à une désindustrialisation des premières régions qui étaient les régions industrielles. On s'est rendu compte que hors du monde de l'industrie, finalement, ce contrat fordiste, il ne fonctionnait pas tout à fait. Il n'avait pas été pensé il n'a pas été pensé pour le travail domestique. D'ailleurs, les travailleurs domestiques ont souvent été exclus délibérément de ces avantages-là. On a commencé à voir du coup une baisse de l'influence des syndicats qui, hors du monde de l'industrie et du secteur public, n'avaient plus du tout la puissance qu'ils avaient. Donc, très vite, une paupérisation croissante, donc, y compris parmi les salariés, en fait, ce partage de la valeur plus du tout le même, et donc une paupérisation accélérée. Et donc, c'est à partir de là qu'on commence à noter une augmentation très forte des inégalités, une polarisation dans le monde du travail entre ceux qui gagnent bien et puis une très grande majorité de gens qui gagnent plutôt moins bien, ça stagne ou ça décline en valeur relative, il y a des déclins dans beaucoup de métiers. Et puis après, après, il y a eu la révolution numérique. Donc la révolution numérique, évidemment, a rajouté une couche à cette désagrégation avec une facilitation d'un certain nombre de choses, avec tout d'un coup, voilà, pour la première fois, une augmentation du nombre de travailleurs indépendants, alors que le travail salarié, en fait, était ultra dominant au XXe siècle. Et il est devenu de plus en plus dominant jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Et puis c'est seulement depuis les années 2000 qu'on a une petite remontée du travail indépendant. C'est pas non plus une explosion. J'ai dit explosion, le mot est pour l'instant pas tout à fait juste, parce que c'est pas une explosion en réalité, c'est une petite augmentation, mais c'est surtout qu'à l'intérieur de ces à l'intérieur de cette population d'indépendants, on a d'autres travailleurs qui n'ont pas tout à fait le même profil que les artisans, commerçants, professions libérales du XXe siècle. Donc ceux-là existent toujours évidemment, mais ils sont en quantité plutôt
plutôt moins nombreux qu'ils ne l'étaient. Et donc, on a voilà, des nouvelles formes de travail, d'organisation, de travail à la demande, de plateformes, etc., qui évidemment sont venues rajouter une couche à cette désagrégation du travail salarié, du contrat de labeur fordiste. D'accord. Alors, du coup, quand tu vois la montée du travail indépendant, la montée du freelancing, qu'est-ce que pour toi ça pose comme enjeu? Parce que tout le monde imagine que le freelance, c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, qui travaille sur une plage en Thaïlande et tout va bien. C'est quoi la réalité de ce nouveau travail indépendant? Parce que est-ce que c'est vraiment aussi idyllique que ça? Et toi qui as analysé un peu tous les phénomènes, on va dire du chauffeur Uber au freelance, au digital nomade, etc., c'est quoi la réalité de ce travail indépendant-là? Alors la réalité, c'est évidemment pas de sécurité, d'ailleurs à tous les niveaux de revenus, c'est ça qui disparaît. En fait, à partir du moment où l'agrégat, le bundle a commencé à se désagréger, beaucoup plus de gens se sont mis à questionner la division du travail et la subordination. Pourquoi s'infliger un boulot aliénant, des horaires contraints, un boss insupportable, un travail profondément ennuyeux, si on n'a plus les avantages qui vont avec? Et ça s'est fait de manière un peu souvent inconsciente, en fait. C'est que progressivement, il y a eu des nouvelles... Et c'est pour ça qu'il y a ces nouvelles aspirations. C'est pas Internet. Hein. C'est parce que, comme le bundle se dégrade, bah, de plus en plus, on questionne l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui. Et or, l'organisation du travail telle qu'elle est faite aujourd'hui dans les grandes organisations, elle est encore essentiellement modelée, façonnée par le modèle industriel. C'est-à-dire on a encore beaucoup de division du travail, on a encore beaucoup de subordination, on a des organisations très bureaucratiques, on a des hyper-spécialisations, on a des titres, hein, des job titles qui sont incompréhensibles, voilà, et on a une hyper-spécialisation. Donc du coup, les freelances, pour moi, ils sont ces avant-gardistes, dans certains cas, qui ont questionné... qui se sont dit, quitte à ne pas avoir cette sécurité économique qui faisait partie du bundle, eh bien, autant avoir un peu plus d'autonomie au travail. Et pour moi, ce sont ceux qui sont parmi les premiers à avoir revendiqué les valeurs de l'artisanat au travail. Plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité, c'est-à-dire pas faire les choses selon le one best way tayloriste. Mais concrètement, tous, du coup, n'ont pas accès à un certain nombre de ces éléments du bundle du salariat. Mais je répète, parmi les salariés, il y en a beaucoup qui n'ont plus le bundle non plus, en fait. Hein. Donc c'est plus large que les indépendants. Donc ça veut dire, évidemment, des choses qui te touchent de très près, parce que WeMind s'en préoccupe. Pas d'accès au logement quand on est freelance, parce que très difficile de signer un bail ou de prendre un emprunt, parce que du coup, on n'a plus cette fameuse fiche de paye qui prouve votre solvabilité, alors même que parfois, on est totalement solvable. C'est le fait de devoir organiser par soi-même des aspects commerciaux, administratifs, comptables, en plus de faire son travail, enfin le talent qu'on a, on vend à ses clients. Donc c'est une vie qui est objectivement plus difficile, hein, enfin nettement moins confortable que la plupart des... ça dépend des postes, mais à poste comparable, je veux dire, une vie qui est difficile. Et pourtant dans certains secteurs où le marché a bien progressé, ça commence à devenir assez massif. Et donc il faut bien se poser la question, finalement, pourquoi il y en a tant qui choisissent, par exemple, dans l'IT, de se mettre à leur compte, alors qu'auparavant, en sortant d'école, ils auraient travaillé en SS2I. Eh bien, je pense que c'est parce que, effectivement, ils ont moyen de créer un bundle à eux et de recréer des conditions, une organisation de travail qui est différente, où ils peuvent choisir leur projet, ne pas avoir cette aliénation d'avoir des horaires contraints. Et parfois, il y a des contraintes, évidemment, qui sont celles qui sont données par le client, mais c'est des contraintes qu'on accepte de manière très différente de celles qui sont les contraintes infligées aux salariés. Alors, la thèse centrale, finalement, de ton livre, parce qu'en plus, c'est le titre c'est du labeur à l'ouvrage. La thèse de ton livre, c'est qu'on a la possibilité, aujourd'hui, de passer du labeur à l'ouvrage, c'est-à-dire de ce truc horrible, aliénant, pas épanouissant, pas de sens, etc., à quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est plus qualitatif. Et la question, c'est comment ça fonctionne? Comment on passe du labeur à l'ouvrage?
Il faudrait passer en revue différents types de travailleurs parce qu'évidemment la réflexion est différente selon qu'on est femme de ménage ou qu'on est développeur Python. Mais pour autant, il y a des points communs qui sont cette conviction que justement l'organisation industrielle autour de l'organisation scientifique et du One Best Way tayloriste, elle est vouée à disparaître parce qu'elle est profondément antinomique avec la notion d'innovation. Elle est profondément antinomique avec l'agilité et avec en fait tous les impératifs qui aujourd'hui s'imposent aux entreprises qui sentent qu'elles vont se faire manger par les nouvelles entreprises numériques. Et elles se disent, bon sang, comment est-ce que je deviens agile? Comment est-ce que j'innove? Comment est-ce que je me transforme? Enfin, le mot transformation est sur toutes les lèvres. Toutes les organisations sont obsédées par ça. Alors, elles font des trucs, elles inventent des départements transformation, des experts transformation, elles font appel à des consultants transformation, puis tout le monde a le mot transformation à la bouche sans vraiment savoir comment faire, évidemment. Personne ne sait, surtout les très grandes entreprises avec un héritage lourd, un héritage organisationnel, un héritage de ressources humaines, un héritage culturel très lourd. Comment est-ce qu'un énorme paquebot, on le transforme en petit bateau léger, agile? Évidemment, c'est des questions qui n'ont pas des réponses très simples. Je ne suis pas persuadée que en fait, ça soit même possible comme ça, et surtout pas en faisant table rase. Parce que parfois, les experts en transformation, finalement, sont des partisans de la tabula rasa. Or, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est la même approche que sur l'espace de travail. Quand on dit, vous avez des bureaux avec des gens qui ont l'habitude de travailler, puis vous dites du jour au lendemain, on va faire un open space, comme ça, tout le monde va communiquer, parce que forcément, horizontalité égale les gens vont communiquer. Et on se rend compte qu'en fait, évidemment, la transformation de l'espace de travail, ce que beaucoup d'entreprises ont fait, si elle est faite de façon comme ça, top-down, sans prise en compte de l'existant, de la culture et des gens qui travaillent, en général, c'est un échec complet. D'ailleurs, c'est très, très mal vécu. Souvent, c'est fait en dépit du bon sens parce que, finalement, vous infligez des conditions de travail dégradées alors que vous avez besoin d'un poste fixe, de 2 ordinateurs parce que vous êtes développeur ou que vous êtes comptable et que, non, vous n'avez pas spécialement, vous n'êtes pas mobile toute la journée, tout le temps. En fait, on a des besoins différents d'un individu à l'autre selon les postes. Et puis, c'est important, finalement, aussi de demander aux gens et que la beauté sur catalogue de vos espaces de travail, c'est pas ce qui va faire, c'est pas ce qui va rendre vos gens, vos salariés heureux, productifs, etc. Mais je m'égare, le sujet n'était pas l'espace de travail, le sujet était comment on passe du labeur à l'ouvrage. Ah là là, ouais, c'est tout le livre. Et notamment le rapport avec les freelances. Est-ce que les freelances ne sont pas les pionniers. Les pionniers. Ou eux sont ceux qui se disent, finalement, à l'intérieur de l'organisation traditionnelle, ça va quand même être difficile d'avoir ces conditions de travail artisanales, avec d'autonomie, avec responsabilité et créativité. Et donc, ça sera peut-être plus facile si je suis dans un autre rapport, qui est un rapport de prestataire, et que je peux imposer un certain nombre de conditions différentes. Et alors, si en plus, je suis dans des métiers en tension pour lesquels on a du mal à recruter, donc certains types de développeurs ou certains data scientists, etc., alors eux, ils ont un boulevard. Ils se disent, voilà, maintenant, je vais pouvoir imposer mes conditions. Certains le font, ils ne s'en privent pas. Ils ne sont pas très nombreux à aller sur une plage en Thaïlande, en réalité, parce que finalement, il faut quand même aller voir les clients. Et la plupart du temps, il y a quand même une dimension de réseau qui est importante, une dimension de cluster, de grappe de talent, une importance qui est très forte de la densité. Et donc, c'est vraiment dans les grands centres urbains que se passe le travail. Et donc, pas forcément toujours dans le même bureau, à la même heure, au même moment. Mais en tout cas, vous avez besoin d'être dans un écosystème, de côtoyer vos pairs, d'apprendre avec vos pairs ou vos concurrents, de rencontrer vos futurs clients. Et donc, il y a une prime à la densité à cause du phénomène des effets de réseau, des clusters de talents, des écosystèmes, des externalités multiples qui se créent quand plein de gens travaillent dans le même domaine, au même endroit. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a des quartiers où tout le monde fait la même chose. Pourquoi Silicon Sentier? Pourquoi dans la rue de Rome, il y a tous les luthiers? Alors qu'en fait, ils sont concurrents. Pourquoi ils se mettent côte à côte? En fait, il y a des bonnes raisons, des raisons qui sont des raisons d'externalité, en fait, qui expliquent qu'en fait, il y a plus de bienfaits à être à côté de son concurrent, parfois, que être pas si vous êtes boulanger, par exemple. Non, boulanger, ça ne marche pas. Mais luthier, oui. Donc voilà, et développeurs, oui. Et développeurs, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est certains métiers artisanaux et pas d'autres qui marchent comme ça. Donc, vous voyez, je parle beaucoup d'espace parce qu'en fait, dans ma réflexion sur le passage du labeur à l'ouvrage, il y a une dimension
sur la question géographique et la question de l'espace qui est très très important et qui devient de plus en plus critique. Et puis il y a une idée fausse, tu parlais de cette idée fausse des gens qui développent sur une plage en Indonésie ou en Thaïlande. Une idée fausse qui est de dire qu'avec le numérique et avec voilà, tous les métiers de la connaissance, les métiers des classes créatives, eh bien, on peut travailler de partout et du coup on va pouvoir repeupler les endroits où il n'y a personne. C'est une belle idée, ça serait bien que ça marche, mais en réalité ce n'est pas ce qui se passe. On voit qu'en fait il y a une concentration toujours plus forte dans certaines zones, même à l'intérieur par exemple d'une zone comme l'aire urbaine de Paris, il y a des zones qui sont toujours plus chères et d'autres dont les prix baissent. Parce que ce phénomène de concentration géographique extrêmement forte et que ça pose énormément de problèmes pour le futur du travail parce qu'il y a des métiers pour lesquels ça devient une crise absolument insoluble. Comment est-ce qu'on recrute comment est-ce qu'on recrute pour des postes à bas revenus quand les gens qu'on cherche à recruter ne peuvent pas se loger à proximité du travail que vous leur offrez? Donc les gens s'étonnent, j'arrive pas à recruter, c'est terrible, les gens ils veulent plus travailler. Si, ils veulent bien travailler, mais s'ils peuvent pas se loger, c'est même pas la peine. Donc du coup, voilà, et ça c'est en train de devenir extrêmement critique dans une ville comme San Francisco. Le problème est si grave que voilà, vous avez des écoles qui n'arrivent plus à recruter de professeurs. Donc certains sont un peu plus innovants et proposent des logements de fonction. Vous avez des restaurants qui n'arrivent plus à recruter de serveurs, bien que le salaire minimum soit de $15 de l'heure. Parce qu'il faut faire beaucoup d'heures à $15 pour se payer un logement qui, pour une seule chambre, va vous coûter au minimum $2 500 à $3 000 par mois. Donc, c'est pas possible. Donc, du coup, il y a énormément d'automatisation, on délègue aux clients une partie du travail. Tout ça pour pas répondre à la question comment on passe du labeur à l'ouvrage. Non, mais il y a des éléments de réponse. Alors, j'ai une question un peu plus précise parce que en fait, en lisant le livre, et c'était même avant, dans un article que tu avais publié, j'ai découvert un personnage qui s'appelle William Morris. Et en fait, c'est un personnage qui m'a vraiment fait penser à ce que je vois chez WeMind quand je discute avec des freelances. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre, d'ailleurs, l'étymologie du mot freelance, je ne sais pas si vous la connaissez, ça vient de lance, donc les gens qui avaient une lance. Donc c'était des mercenaires, des soldats en fait qui se vendaient. Donc la plupart des soldats, ils bossaient pour leur seigneur ou leur roi, etc. Et les freelances, eux, non, ils n'étaient pas du tout fidèles à quelqu'un et on pouvait les acheter et ils faisaient la guerre pour vous. Et donc c'est ça les freelances, une espèce de mercenaires un peu sans foi ni loi. Et donc on va travailler au plus offrant et il n'y a pas vraiment de valeur. Et moi, quand je vois, on fait souvent des événements avec des freelances chez WeMind dans la communauté, notamment les playgrounds qui sont des événements qui sont fermés, c'est-à-dire ouverts uniquement à la communauté, dans lesquels on peut discuter avec d'autres, faire des jeux, etc. Et à chaque fois que j'ai un freelance qui me raconte son histoire, il n'y en a aucun qui me dit « Alors moi, mon but, c'est de me vendre au plus offrant et de facturer le plus cher possible. » Et après, voilà. Et souvent, c'est des histoires un peu comme la tienne. J'étais dans un travail, j'étais pas épanouie. Et puis un jour, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire une passion et puis d'avoir quelque chose qui me permet de gagner ma vie. Et à chaque fois, il y a des histoires un petit peu... Et là, à chaque fois, c'est des histoires qui sont uniques, qui sont toujours incroyables, parce qu'on se rend compte qu'au final, au bout du bout, il y a l'amour du travail bien fait. Quel que soit ce travail, ça peut être une passion qui est à côté d'un travail, on va dire, alimentaire, ou ça peut être un travail dans lequel on a développé tellement d'expertise. Là, je vois Xavier qui a gagné des prix en termes de... pour la campagne qu'il a fait pour Dior, par exemple. Je vois Adrien à côté qui est illustrateur, fait des choses magnifiques. Donc, en fait, quand tu vois ça, en fait, tu te rends compte que le travail des indépendants, c'est pas juste un travail pour gagner de l'argent. Et qu'en fait, il se passe quelque chose qui n'est pas seulement il y a plus de freelance, c'est qualitativement il se passe quelque chose. Et alors en lisant ton livre, je me dis bon voilà, moi je vois ça tous les jours, et en lisant ton livre, je découvre ce type, donc William Morris, que je connaissais pas du tout, et en fait le type il avait découvert ce que les freelances sont en train de faire, mais au 19e siècle. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce type-là, parce que c'est quand même en pleine révolution industrielle, donc c'est une histoire incroyable. En fait, notre époque a plein de points communs avec le 19e siècle, et en particulier la période de la révolution industrielle en Angleterre. Donc l'Angleterre, c'était le premier pays à avoir mis des usines. Il faut voir qu'à la fin du 19e, même dans les années 1860, c'était tellement pollué, il y avait de la suie partout, on ne mesurait pas les taux de cancer, mais il devait être phénoménal. On respirait très très mal, surtout dans l'est de la ville où les vents ramenaient toutes les fumées toxiques. Et donc, il y avait déjà cette première période d'industrialisation. C'était l'ère victorienne, donc la reine Victoria qui était vraiment l'espèce de symbole d'un conservatisme extrême,
en même temps aussi de la conquête de l'Empire. Alors on allait piller les ressources en Inde pour aller fabriquer, pour aller amener du coton dans les usines anglaises. Et il y avait déjà ces premiers mouvements de standardisation, de création d'une industrie. Il y avait une architecture qui était différente, qu'aujourd'hui on trouve belle, mais qu'à l'époque, les puristes de l'architecture plus ancienne trouvaient ignoble. Qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est vulgaire. Et donc en fait, il y avait comme ça des artistes, des amoureux de l'art, des élitistes, hein, on peut le dire, qui avaient ce rejet comme ça viscéral de l'industrie, y compris avec des notions qu'on pourrait qualifier d'écologie aujourd'hui. Alors le mot serait évidemment anachronique pour parler du 19e siècle, mais il y avait déjà cette idée qu'on détruit quelque chose, on détruit la nature, et puis on détruit aussi des savoir-faire oubliés, des savoir-faire qui étaient ceux des artisans, puisque en organisant le travail industriel, division du travail, hein, donc appauvrissement des tâches, appauvrissement des compétences, des connaissances de chaque individu, absence de vision d'ensemble sur le résultat du travail. Et donc il se dit, c'est terrible, on est en train de perdre énormément de choses, notamment tous les savoir-faire de l'époque médiévale sur comment faire des vitraux, la reliure, la tapisserie, etc. Et donc William Morris, c'était un gosse de riche, comme beaucoup des intellectuels du 19e siècle, hein, parce que sinon on n'avait pas le loisir de se préoccuper des choses de l'esprit, et qui a eu cette réaction d'esthète, en fait, hein, vraiment d'artiste, qui était un polymathe. Il était bon en tout, hein. Il écrivait, il était poète, il était mathématicien, il était musicien, il faisait de la tapisserie, il faisait de la reliure, il faisait du bois, il était philosophe et il était homme politique, parce que c'est l'un des pères fondateurs de ce qui deviendra le Parti travailliste à la gauche britannique avant qu'elle existe, et c'est lui qui est vraiment l'un des grands penseurs de la gauche britannique, et donc défenseur des ouvriers, de la classe ouvrière, etc. Et puis à côté, c'était un homme d'affaires qui a créé cette firme qui s'appelle Morris & Co., qui faisait des papiers peints, des tapisseries, des meubles, plein de meubles de la firme Morris & Co. qui étaient dans le Titanic, hélas, qui ont sombré à milieu sous la mer. Et c'est tragique, évidemment, parce que c'était des choses très, très belles. Et alors, il y avait ce paradoxe qu'on a aussi aujourd'hui, qui est que les clients de la firme Morris & Co., qui s'opposaient à toute l'industrie, mais évidemment, c'était les riches de l'époque, qui étaient souvent même des industriels, en fait. Et c'est un peu la même critique qu'on fait aujourd'hui aux bobos et aux hipsters, hein. C'est vous profitez de notre système, mais vous le critiquez, et puis en même temps vous en faites du business. Enfin, exactement toutes ces contradictions qu'on trouve déjà dans le personnage de William Morris, qui est que c'était un anticapitaliste, etc. Et puis il a fait une fortune, et il en souffrait de faire fortune. Il avait un peu mauvaise conscience. Et du coup, il a créé des ateliers, énormément d'ateliers, qui ont remis au goût du jour les savoir-faire médiévaux qui étaient en train de se perdre. Et il est l'un des fondateurs du mouvement de design le plus influent de l'histoire, qui sans doute va vous dire quelque chose, qui est le mouvement Arts and Crafts. Et on dit aujourd'hui que c'est aussi l'un des influenceurs du mouvement des makers. Donc vraiment cette idée de réconcilier la tête et les mains, de se réapproprier le savoir-faire dans sa globalité pour arriver à fabriquer quelque chose de beau. Et tout ce qu'on fabrique doit être beau. Beau et utile, beau et ou utile, mais en tout cas pas autre chose. Et donc il y avait tout un mouvement aussi d'utopie autour de ça. Le travail doit être associé au beau, au bien, à la dignité. Et donc toutes les dimensions étaient prises en compte. Et pour ça, on l'associe souvent à un autre philosophe de la même époque, qui est John Ruskin, qui a beaucoup écrit aussi sur le travail. Ok, alors ce qui est intéressant, moi c'était un passage du livre qui m'a vraiment passionnée, c'est que donc tu racontes toute cette histoire de William Morris et de John Ruskin, du mouvement Arts and Crafts, et on se dit mais oui, bien sûr, ces gens ils ont tout compris, il faut aller vers la beauté, l'artisanat, le travail bien fait, bien facturé aussi, hein, parce que quand on travaille bien, on facture, hein, les freelances, hein, vous facturez, hein, vos clients, je compte sur vous, parce que pour pouvoir payer vos cotisations à WeMind après. Hein, Xavier. Et donc, non mais Xavier paye ses cotisations à l'heure, il n'y a pas de sujet. Hein.
Voilà. Donc, quand j'ai lu tout ce passage-là, donc c'est un passage qui est vraiment très enthousiasmant. Et puis alors, et après j'ai découvert que tu étais marxiste, parce que après tu nous expliques que bon, maintenant on va falloir lutter, faire les luttes sociales pour que les gens acquièrent des droits, parce que sinon ça se fait pas tout seul. Et en fait, ce que tu racontes sur William Morris, c'est vraiment ce paradoxe, c'est-à-dire que ce type, il est à la fois chef d'entreprise et homme politique. Il défend des idées qui est que ce qui est vraiment on va dire en phase avec ce qu'on peut tous penser, c'est-à-dire que ce fait de travailler dans l'ouvrage avec du sens pour faire fabriquer de la beauté, être rémunéré pour ça, lui il dit c'est pour tout le monde. Il dit pas c'est un truc de riche. Il dit c'est un truc de riche et c'est un truc pour les pauvres et c'est un truc pour tout le monde. C'est-à-dire que dans la société, tout le monde a droit à ça. Et or, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Angleterre du 19e siècle, c'est quand même ce qu'il y a de pire en termes d'inégalité, de maltraitance, de plein de choses. Donc effectivement, il y en a qui s'en sortent très bien, et en fait, la plupart, ils s'en sortent très mal. Et c'est là-dessus que Karl Marx arrive, et il dit, non mais attendez, voilà. Et en fait, et là, je découvre, donc ton livre, en réalité, il est très marxiste, parce qu'il dit, attention, c'est pas, enfin, il y a ce paradoxe. Donc, on a envie d'aller vers cette beauté, cet artisanat, etc. Mais ça va pas suffire. Il va aussi falloir des luttes et il va aussi falloir des institutions. Et alors, du coup, si on ramène ça à l'échelle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement des freelances qui sont capables de facturer très cher, de faire du travail extraordinaire. Et puis à côté, on voit l'ubérisation, on voit la plateformisation, on voit le management algorithmique. Et en fait, du coup, ça fait vraiment le parallèle. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, ta vision marxiste, finalement, de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le passage du labeur à l'ouvrage, il ne soit pas que pour les riches, mais qu'il soit pour tout le monde? En fait, il y a une grande réflexion à avoir sur la notion même de valeur, qui est extraordinairement compliquée. Mais surtout, quand on pense à artisanat, on pense beaucoup individu. On pense comme un artiste, alors même qu'il y a toute une tradition artisanale qui est collective, qui est le compagnonnage, qui est faire la charpente, ça se fait pas tout seul. Mais on pense quand même toujours, quand on pense ouvrage et contrat d'ouvrage, on arrive à quelque chose qui est une définition. Tu parlais de ce côté très singulier, d'avoir une manière unique de se créer un contrat d'ouvrage. C'est-à-dire, je vais combiner ça et ça et ça, je vais recréer les éléments du bundle à ma sauce, à ma manière, et ça sera unique à moi. Mais du coup, on arrive à une vision qui est extraordinairement individuelle et individualiste de ce contrat d'ouvrage, alors que de là d'où on vient, le bundle, c'est quelque chose de collectif. Et du coup, dans ce passage du collectif à l'individuel, évidemment, on a perdu du pouvoir de négociation, on a perdu dans ce partage de la valeur, et ça, c'est quelque chose qui est très bien mesuré, il n'y a pas à prendre position là-dessus, c'est une réalité avérée. Le partage de la valeur ne se fait plus comme dans la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, on a je parlais tout à l'heure de paupérisation et de polarisation chez les travailleurs, avec une grosse masse de gens qui ont perdu du pouvoir de négociation, qui n'ont plus dans le bundle ces institutions collectives qui étaient le syndicat, qui ont certains éléments de protection sociale qui se dégradent ou disparaissent, s'ils sont indépendants, s'ils sont freelance par exemple, et de plus en plus de gens qui ne pensent plus le collectif. Et en fait, on est à un moment de l'histoire où si on veut que justement cet ouvrage ne soit pas uniquement l'ouvrage pour quelques-uns et l'esclavage pour tous les autres, eh bien, il faut repenser des choses à un niveau collectif et repenser quels seront les syndicats de demain, quelle sera la protection sociale de demain, quelles seront les institutions collectives que nous allons recréer, qui vont peut-être s'inspirer d'un certain nombre de choses qu'on a fait au XXe siècle. Il ne faut pas tout jeter du tout, mais il y a des choses nouvelles, il y a des problèmes nouveaux, il y a des risques nouveaux qu'il faudrait couvrir. Il y a des choses qui ont été tellement pensées dans le modèle fordiste de l'homme qui va au travail et maman qui reste à la maison, et des choses qui collent plus trop. Beaucoup de choses. L'école, c'est pareil. On a tout pensé autour de cette vie fordiste en 3 phases. D'abord, vous vous formez. Ensuite, vous travaillez pendant 40 ans. Puis ensuite, vous avez 10 ans de retraite. Parce qu'à l'époque, on avait 10 ans de retraite et puis après, on mourait. Maintenant, on vit plus longtemps. Et puis en plus, les compétences qu'on a acquises au début de sa vie, elles ne vont pas tenir 40 ans.
vraiment pas. En plus, on nous demande de cotiser 43, 44, demain 45 ans. Et un truc qui va plus. Le truc en 3 phases, là, la vie en 3 phases, ça ne colle plus, ça ne marche plus. Donc forcément, là, il y a des institutions à repenser. Et l'école pensée pour le début de la vie et ensuite, c'est du bricolage. Des acteurs comme le Wagon, ils ont bien compris qu'en fait, l'école, c'est pour nous, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, je vais maintenant passer à ma dernière question et après, on va prendre les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui voudront poser des questions? Bon, ça va venir. Ok, d'accord, super. Alors, ma dernière question, elle est vraiment spécifique. Alors, comme on est déjà 2 nanas, toutes les 2 là, c'est une question sur les femmes. C'est-à-dire que dans ton livre, tu développes toute une partie sur les femmes. Et là, on se dit, ah bah oui, bien sûr, on a toujours pensé le travail sous le prisme des hommes, y compris Karl Marx. Alors, soi-disant, voilà, c'est-à-dire sous couvert de dire, bon, ben voilà, moi, je vais défendre tout le monde, etc. Et ben finalement, le marxisme fonctionne seulement parce qu'on a exclu les femmes. Et alors, du coup, toi, tu fais tout un travail de réhabilitation dans ton livre, déjà de ce que les femmes ont apporté dans l'histoire, et puis de qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour les femmes. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer la place très spécifique des femmes dans le monde du travail, y compris d'ailleurs dans le travail indépendant? C'est quoi les spécificités? Alors pendant très longtemps, on était sur cette vision, justement, une vision de la valeur, une vision du travail féminin comme étant un travail dit reproductif, par opposition au travail dit productif. Donc vous avez la production qui est noble, vous allez à l'usine, vous fabriquez des voitures, etc. Puis vous avez la reproduction, alors à la fois la reproduction au sens de faire des enfants, bien sûr, mais aussi de reproduire la force de travail, c'est-à-dire donner à manger, habiller ses enfants, enfin tous les trucs de soins, toutes les activités domestiques sont de l'ordre de la reproduction, même vous coupez vos cheveux, c'est le travail dit de reproduction, etc. Et donc toutes ces activités-là étaient globalement non marchandes. Et puis, au cours du XXe siècle, quand même une assez grande révolution que les spécialistes de la prospective de l'époque n'avaient pas vue. Ils ont imaginé les fax, mais ils n'ont pas imaginé que les femmes allaient se mettre tous à rentrer justement dans le travail marchand. Et quand elles sont rentrées dans le travail marchand, parfois sur des postes qui étaient les mêmes que ceux des hommes, mais pas toujours, eh bien, il y a toute la partie du travail qui était fait dans la sphère non marchande qui s'est marchandisée. Donc, par exemple, si vous êtes un homme macho, votre femme vous repasse votre chemise, c'est pas marchand, c'est gratuit, c'est pas mesuré dans le PIB. Si cette chemise vous l'amenez au pressing, ça devient marchand, ça a un coût, ça a une valeur, pas élevée, mais c'est mesurable et ça rentre dans la mesure du PIB. Et de la même manière, sur énormément d'activités, vous voyez que énormément de choses qui étaient même produites dans la maison, des choses alimentaires, on mange beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison maintenant, donc c'est les restaurants qui font, c'est devenu la sphère marchande des restaurants. Eh bien, le problème, c'est qu'on est resté sur cet héritage du travail de reproduction et du sacrifice, en fait, féminin au service de la production qui, elle, rentre dans l'économie. Donc l'économie, elle est masculine, historiquement. D'ailleurs, la science économique, elle est toujours masculine. C'est quand vous voyez le pourcentage d'hommes par rapport aux femmes, c'est vraiment l'une des sciences les plus, une des disciplines les plus masculines, et c'est pas un hasard, évidemment. Eh bien, vous avez évidemment tout un pan qui n'a pas été pris en considération. Donc avec la marchandisation, l'héritage qu'on a, c'est celui du sacrifice et de la logique de sacrifice. Et en fait, tous les métiers qui sont encore fortement féminins viennent de cette histoire-là, viennent de cet héritage-là, et souffrent encore de cette confusion entre travail marchand et travail non marchand. Et c'est pour ça qu'ils sont valorisés en général très peu. Typiquement, pourquoi est-ce qu'une femme de ménage, alors que le travail est quand même vraiment critique, c'est-à-dire que vous ne fonctionnez pas bien si elle n'est pas venue si elle est dans vos bureaux pendant 8-10 jours, c'est le poste en fait le plus critique, et c'est celui qui est le moins payé. Mais on a la même chose avec des métiers légèrement plus valorisés, mais qui sont en train de se dévaloriser à grande vitesse, aussi parce qu'ils sont très féminins, qui sont les métiers dits à vocation. C'est de la vocation. C'est-à-dire, on est dans une logique sacrificielle, et donc vous n'allez pas en plus demander à gagner de l'argent. Et tu parles des infirmières. Des infirmières, des professeurs, voilà. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui a été soulevé de manière assez provocatrice par David Graeber dans son livre sur les bullshit jobs. Il explique, vous avez tout un pan de métiers dont on comprend parfaitement leur utilité, qui sont
comme par hasard, les métiers les moins valorisés, mais ce n'est pas ceux qui souffrent d'une crise de sens. Ils comprennent l'utilité de ce qu'ils font. En revanche, ils sont maltraités, mal payés, mal managés, enfin tout ce que vous voulez, plein de problèmes. Pas un problème de sens. Et puis à l'inverse, ceux qui sortent de cette logique-là peuvent être davantage rémunérés. Et donc il dit, c'est bizarre, c'est vraiment un truc complètement inversé. En fait, c'est plus vous êtes utile, et plus on dit que voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vocation, moins vous allez avoir de rémunération. Comme si la vocation devait se payer. Vous ne pouvez pas à la fois être utile et être payé. Il ne faudrait quand même pas trop en demander. Alors, on va prendre maintenant les questions. Alors, allez-y, on va vous passer un micro. Alors, il faut poser les questions dans le micro parce que le talk est enregistré, il sera après sur YouTube. Okay. Donc c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter, enfin, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Voilà, nous dire qui tu es et après poser ta question. Simon Courtois, indépendant depuis 6 ans dans le développement et actuellement en création de start-up. Et en fait, ma question est la suivante. C'est, voilà, en tant qu'indépendant, moi je suis aussi entouré d'autres indépendants. Et en fait, on a remarqué dernièrement une sorte de changement du marché. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3-4 ans, c'était un peu, quand on était indépendant ou freelance, open bar. Et en fait, il y avait des missions qui tombaient à l'appel. Et en fait, là, il y a une sorte de réinternalisation des ressources, notamment à cause des investisseurs qui ont tendance à vouloir absolument garder en interne en fait, les ressources humaines. Et justement, en fait, moi, je voulais avoir ton retour, savoir si c'était une tendance que tu avais justement remarquée en fait, sur le marché. Et si tu avais une idée aussi de ce qui peut causer ça. Est-ce que c'est un protectorat? Est-ce que c'est une incompréhension? Ouais, excellente question. Et je pense que ça, c'est très fort dans l'IT et dans certaines entreprises et pas d'autres. C'est que dans le monde de l'IT, on a longtemps externalisé parce que la vision de ce qu'était l'IT dans les années 70-80, par exemple, c'était les tuyaux. Et les tuyaux, en fait, on les confiait à des spécialistes. Donc, on confiait, en fait, un peu en mode boîte noire à quelqu'un qui savait faire des choses qui n'étaient pas dans le cœur de métier. Et donc, on pouvait tout confier à Capgemini ou que sais-je, hein, ou d'autres acteurs. Et puis, petit à petit, avec évidemment l'Internet, on a commencé à avoir des géants numériques qui ont pris leur importance, qui ont pris leur place. Et là, tout d'un coup, cette idée qui commence à faire son chemin dans la tête des stratèges d'aujourd'hui, qui est, mais en fait, est-ce que finalement l'IT, ça ne serait pas du ressort du cœur de métier? Est-ce que ce ne serait pas à nouveau le cœur de métier? Est-ce que si je délègue, j'outsource tout ce qui est comme ça devenu extraordinairement stratégique, est-ce que je risque pas de me faire marginaliser dans la chaîne de valeur par des acteurs digital native qui font ça mieux que moi? Et du coup, je vais devenir une boîte complètement ringarde et voilà, c'est devenu extrêmement stratégique de garder la main sur ce qui va vous permettre de développer un lien fort avec vos utilisateurs. Et finalement, toutes les boîtes maintenant sont des boîtes avec une dimension numérique. Est-ce que toutes les entreprises ne sont pas des entreprises numériques, ou en tout cas devraient le devenir? Donc il y a un peu cette idée-là, et je pense que derrière la logique de réinternalisation, il y a un peu de ça. Parfois, ça se fait aussi avec des freelances, parce qu'en fait, on ne peut pas le faire sans eux, mais simplement avec cette idée que avec des freelances plutôt qu'avec des projets entièrement outsourcés, on a peut-être un peu plus la possibilité de garder la compétence en interne. Après, il y a encore beaucoup de boîtes qui délocalisent complètement parce que le secteur des SS2I se porte quand même toujours bien. Mais à mon avis, ce n'est pas celles qui prennent le bon tournant du numérique. Alors, là, le micro arrive. Donc, il y a monsieur... Là, voilà. Et après, il y aura deux autres... Bon, j'avais déjà copié. Alors, je suis chef d'entreprise. Vous n'avez pas demandé de lever la main, là, mais bon, juste un ajout. Je pense que vous avez parlé de la sclérose de la formation, mais je pense qu'il y a une autre sclérose qui concourt à ralentir l'explosion des freelances. C'est la sclérose des acheteurs, qui sont des gens très anciens, qui ont des normes, des référencements pendant des mois et des mois, et dont le seul objectif est d'avoir pas beaucoup de fournisseurs, et qui autorisent ou pas de la sous-traitance à des freelances. Et donc c'est un frein, à mon avis, dans les grands donneurs d'ordre, dans les grands comptes, un frein au freelancing assez fort. Oui. Qui est en train d'être légèrement amélioré, mais effectivement, la plupart des directions des achats fonctionnent avec des logiques de référencement, avec
Parfois derrière, évidemment, l'idée que on peut mieux négocier quand on a un prestataire avec lequel on a une relation durable, etc. Et derrière, il se passe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que les prestataires qui sont référencés, en fait, eux font appel à d'autres sous-traitants, y compris des freelances, mais qui sont donc obligés de passer par une entreprise référencée pour pouvoir travailler avec leurs clients et perdent au passage une marge assez importante. Et puis surtout, on a parfois de la sous-traitance en cascade, des choses qui sont absolument complètement opaques et pas du tout ni dans l'intérêt du freelance ni dans celui de l'entreprise, qui s'expose davantage à des risques de requalification en salariat parce que les sous-traitants en fin de chaîne qui sont maltraités sont plus et du coup beaucoup moins rémunérés aussi parce qu'il y a tellement de gens d'intermédiaires qui se prennent quelque chose au passage que est-ce que c'est pas ceux-là qui sont plus à risque de demander la requalification au prud'homme? Enfin, dans le milieu de l'IT, ça marche pas. Enfin, il n'y a pas le sujet. Mais en revanche, les acheteurs, à part négocier les prix et par les remises de fin d'année, sont souvent assez pauvres dans leur référencement et dans la qualité du référencement, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils achètent, tout simplement. Mais parce qu'en fait, les freelances, c'est des ressources humaines, et les directions des achats ne sont pas des directions des ressources humaines. Et le problème, c'est qu'on devrait avoir une redéfinition de ce que sont les ressources humaines aujourd'hui dans un sens très large, puisque à une époque où aujourd'hui les entreprises sont très largement faites de parties prenantes diverses et multiples, prestataires, consultants, sous-traitants, freelance et salariés, et bien du coup, que signifie gérer des ressources humaines quand on a une vision que sur une partie plutôt qui se réduit de l'ensemble des ressources humaines effectives, ou en tout cas des personnes qui vont collaborer à créer quelque chose dans votre entreprise. Donc je pense que tant que les directions des achats et les directions des ressources humaines sont deux choses qui sont complètement opposées, ça sera difficile de voir les choses autrement. Or, il y a des enjeux de ressources humaines qui se posent pour les freelances. Comment est-ce qu'on leur donne accès à l'information? Comment est-ce même la notion de onboarding se pose, de offboarding, tout un tas de choses sur comment est-ce qu'on leur donne les outils en main pour qu'ils puissent collaborer avec les salariés qui sont dans l'équipe. Et finalement, se posent un peu des questions de ressources humaines assez basiques, y compris pour les freelances. Donc, je suis totalement d'accord avec votre vision du fait que les directions des achats sont souvent, en tout cas aujourd'hui dans les grands groupes, un peu un frein. Alors, il y a des questions là. Alors, voilà, juste devant, voilà, c'est bien. Non, juste devant toi, voilà, il y avait une jeune femme. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Lorraine, je suis indépendante depuis 2014 et ce dont vous avez parlé tout à l'heure, digital nomade depuis 2 ans. Donc il y en a, c'est ça qui est bien. Il y en a, oui, mais elle est à Paris. Hein. À Paris, rentrée depuis 2 semaines, oui. C'est pas exactement le mythe de la plage en Thaïlande, effectivement, mais j'ai une double question. Ce soir, on a beaucoup parlé pour l'instant alors pas du passé, mais de l'histoire du travail, de comment on est arrivé jusqu'à là où on en est aujourd'hui, de l'évolution du travail vers le freelance qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Et ma question, elle est sur un peu le futur. Comment vous voyez l'avenir? Alors à 2 niveaux. Sur le travail de l'indépendant qui prend de plus en plus de place et aussi sur le système social. Est-ce que, là, qu'on soit salarié ou freelance aujourd'hui, je pense qu'on devient tous un peu inquiets par rapport à la retraite. On ne sait pas si on peut compter sur un système qui va s'effondrer ou non. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'on évolue vers une société où on va devoir finalement travailler toute notre vie, mais de manière plus flexible, plus épanouissante, ou est-ce que le système social va finalement s'adapter à nous, sous-entendu les indépendants, et donc devenir lui aussi plus flexible? Là, ça serait intéressant de poser la question à Bruno Palier, n'est-ce pas? C'est vraiment ton sujet. Moi, je veux bien aussi et à Int aussi, exactement. Tu veux commencer? Vas-y, non, vas-y. Parce que j'adore t'écouter quand tu parles de protection sociale. Ok. Du coup, merci pour ta question, parce que je pense que c'est vraiment la question en vrai, de tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a analysé l'histoire, qu'on a regardé comment ça se passe, qu'on voit que dans l'histoire, ça s'est déjà passé, et qu'on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, cette recherche d'épanouissement, de liberté, elle est naturelle. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. En fait, en vrai, c'est pas si innovant ce qu'on fait. Ça a toujours existé. Et donc, la preuve avec William Morris, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins sur ces sujets-là.
Pourquoi? Parce que la protection sociale, ce dont tu parles, hein, c'est-à-dire la retraite, etc., eh ben, en fait, on peut faire les calculs dans tous les sens, ça coûte de l'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, quand on voit que ce sujet de transformation du travail, il commence par le travail indépendant, à la fois c'est une chance extraordinaire, parce que c'est des indépendants, et donc il y a toujours un côté de réflexion, d'éveil, de ne pas être quelqu'un de soumis. Parce qu'on devient indépendant parce qu'on est quelqu'un de pas subordonné, parce qu'on a envie de penser par soi-même et de faire les choses par soi-même. Ça, d'un côté, c'est bien. Et d'un autre côté, c'est pas bien parce que ça développe de l'individualisme. Et quand on dit individualisme, il y a un autre mot pour dire individualisme, c'est égoïsme. Et moi, je suis convaincue que on va dire la carrière professionnelle, eh ben, c'est très bien d'être individualiste, on va dire, c'est-à-dire de se développer en tant qu'individu, de s'épanouir en tant qu'individu. Par contre, quand on en arrive au système social, on est dans quelque chose qui est collectif, c'est-à-dire des problématiques qui sont collectives et des problématiques où en fait on va devoir financer collectivement. Et si on n'est pas d'accord pour financer collectivement, eh ben, ça va se désagréger. Et quand tu dis est-ce que le système va s'adapter à nous, moi je pense que la réponse c'est non. Le système, il n'est pas en train de s'adapter. Moi, je suis toutes les législations qui concernent les indépendants. Et ce qui est en train de se passer est très simple, c'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises qui sont des plateformes ou pas des plateformes, qui font leur lobbying et qui défendent leurs intérêts. On a un État qui défend le fait qu'on ait un minimum de cohésion sociale. Et qui ne défend pas ses intérêts? Les indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à aller faire une mission, à chercher du boulot, à partir en Thaïlande, etc., etc., etc. Et donc, le système social, soit on le reconstruit, et les indépendants qui sont les pionniers de ce truc-là, soit les indépendants, ils le reconstruisent, et ça va coûter de l'argent, mais il faut le faire pour des bonnes raisons, soit ils ne le font pas. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, à l'époque où j'étais salariée, il y a eu à un moment donné, c'était la crise de 2000-2001, la dot-com. Et puis après, il y avait eu le 11 septembre, etc. Et moi, je bossais dans un plateau sur des projets de transformation innovants, dont tu parlais tout à l'heure. Et moi, j'étais salariée de l'entreprise et j'étais avec une cinquantaine de prestataires, qui étaient des prestataires d'Accenture, qui étaient donc des consultants qui venaient pour nous aider à faire la transformation, parce qu'on devait passer l'an 2000, et donc ils faisaient de la transformation. Et en fait, quand il y a eu la crise économique, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que les 50 consultants, ils les ont foutus dehors du jour au lendemain. Et une fois qu'ils les ont foutus dehors, ils sont retournés dans les bureaux d'Accenture, et Accenture les a foutus dehors aussi. Et quand ils sont sortis d'Accenture, ils sont allés à Pôle emploi. Puis après, ils ont fait d'autres trucs. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est que le jour où il y a une crise économique, ben les freelances, on va les foutre dehors. Ils ne pourront pas aller chez Accenture, et ils ne pourront pas aller chez Pôle emploi non plus. Parce que ce n'est pas prévu, parce que le système social n'a pas prévu ça. Et les indépendants, aujourd'hui, ils ne sont pas mobilisés pour se dire, bah, du coup, il faut qu'on fasse cette nouvelle protection. Et c'est pour ça que ce que tu dis dans le livre, il est super intéressant sur le syndicalisme, c'est qu'en fait, il y a une forme de syndicalisme à créer pour les indépendants, mais la différence entre le syndicalisme des indépendants et celui des salariés, c'est que le syndicalisme des salariés, ça a beaucoup consisté à aller voir les patrons en leur disant donnez-nous de l'argent pour financer le système de protection sociale. Et ben, chez les indépendants, il y a une part de ça, c'est-à-dire que pour que les indépendants puissent financer leur système de protection sociale, il va falloir que les clients les payent. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'ils acceptent de ne pas tout consommer de façon individualiste et de mettre au pot commun. Et donc, le système, il s'adaptera aux indépendants si les indépendants décident qu'ils veulent construire un système qui va s'adapter à eux. Et si on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que, en gros, les indépendants, voilà, déjà, c'est déjà très cool que vous veniez ici assister à une conférence sur le futur du travail, mais si les indépendants ils continuent comme aujourd'hui, c'est-à-dire juste à s'occuper de leur mission, de leurs clients, et puis de partir en vacances après, on ne va pas y arriver en fait. Il va falloir que du coup les indépendants se mobilisent pour que ça arrive. On est un tournant parce qu'en fait, si les indépendants font ça, et c'est pas encore impossible aujourd'hui, eh bien ils peuvent donner un nouveau modèle pour tous les autres. Parce que le problème, c'est que en fait, ça se dégrade pour tous les autres, qu'il y a
cette désagrégation, elle concerne beaucoup de salariés. En fait, l'inquiétude sur la retraite, elle est partagée par beaucoup de gens. La fin du modèle en 3 phases, et puis l'allongement de la durée de vie, et puis l'allongement de la durée de cotisation qu'on nous demande. Travailler 44 ans dans ces conditions d'épuisement, c'est pas possible sur ce modèle-là. Donc beaucoup de gens partagent cette inquiétude. Et puis politiquement, on est dans un contexte depuis 40 à 50 ans où on sabote progressivement, si on regarde le contexte américain, le contexte britannique, même le contexte français, on sabote progressivement les fondements de cette protection sociale. Donc c'est la grande stratégie que les Américains ont appelée starve the beast, hein, affamer la bête. Vous affamez la bête, donc c'est les on parle de baisse de charge, on parle plus de cotisation, on parle que de baisse de charge. Et donc cette idée qu'en fait on n'est plus en train de participer à une institution collective, c'est juste un fardeau dont il faut vous alléger, qu'il faut alléger. Et du coup, cette vision des choses, elle s'est répandue un peu partout. Elle s'est répandue aussi chez les freelances avec, par exemple, l'ACRE. Évidemment, c'est très confortable quand on est micro-entrepreneur au début de ne pas avoir de cotisation. Ah oui, tout le monde trouve ça cool de rien payer. Mais ça installe l'idée, dès le départ, qu'en fait, ce n'est pas légitime de payer pour la protection sociale. Et en fait, cette protection sociale, si vous êtes américain, vous savez combien ça vous coûte l'assurance maladie, juste l'assurance maladie ? 1000 à 1500 $ si vous êtes indépendant. Et jeune, hein, ça coûte une fortune. Et alors, si vous avez le malheur d'avoir une maladie, ça va coûter encore plus cher. Et puis, jusqu'à Obamacare, si vous étiez une femme, ça vous coûtait plus cher aussi parce que vous risquez d'avoir un enfant. Donc, voilà, c'est vraiment des choix de société qu'on veut. Et en fait, ça ne coûtera pas moins cher si vous sortez de ce système-là. Parce que ce système-là, pour l'instant, c'est le moins cher qu'on ait inventé. Hein. Donc, en fait, ça installe quand même des mauvaises idées. Ça installe cette idée que finalement, ce n'est pas légitime, ça ne devrait pas exister. Et puis, par ailleurs... on est à un tournant pour une autre raison, qui est qu'il y a quand même des nouveaux risques. Donc justement, on vit plus longtemps. Donc après, on a des risques qui ne sont pas seulement liés au médical, mais aussi à la dépendance. Vivre longtemps en étant dépendant, en ayant besoin d'aide. Ça, ce n'est pas tout à fait prévu. Et il y a un vrai manque. Il y a des nouveaux risques qui sont liés au logement. Le travail se trouve là où vous ne pouvez pas vous loger. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce n'est pas prévu ? Il n'y a rien qui est prévu pour. Il y a des nouveaux risques qui sont liés à l'obsolescence accélérée des compétences. Je dois changer de métier parce que tous les guichets de banque vont fermer et il faut que je change de métier. 100 000 personnes qui doivent trouver un nouveau boulot là d'ici quelques années. C'est pas vraiment prévu non plus. C'est un peu chacun se débrouille. Donc il y a à la fois des nouveaux risques et puis une situation nouvelle et on n'a pas pensé ça collectivement. Mais c'est pas trop tard et il y a des inspirations à avoir. Il y a des mouvements extraordinaires qui se passent là où les choses sont les pires, c'est-à-dire au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Franchement, c'est des situations terribles. Et c'est là qu'on réinvente le syndicalisme, qu'on réinvente des mouvements contestataires, des mouvements revendicatifs, des solutions aussi, des solutions comme WeMind qui propose des choses qui sont de l'ordre du bundle collectif. Donc il n'est pas trop tard, mais je pense il y a un vrai travail d'évangélisation aussi à faire sur le sujet. Alors on va, comme on me fait signe que l'heure tourne et que non, alors du coup on va quand même prendre parce que j'ai vu des gens qui avaient levé la main, donc. Je vais pas. Alors, il y avait deux personnes. Donc, je vous propose, vous posez vos questions l'un après l'autre, et après, tu fais une réponse groupée. Ça va ? Non, mais c'est un bon deal. C'est un bon deal. Bon, rapidement, donc Catherine Folliot, moi, je suis membre d'un collectif d'indépendants qui s'appelle Co-Design It. Donc, on essaye de faire coexister ces deux réalités, donc d'indépendants et de collectifs. Et j'ai en fait 2 questions, mais du coup... peut-être que... Vas-y, peut-être que ça va passer. Question. Du labeur à l'ouvrage, on comprend que l'ouvrage est plutôt à l'extérieur des entreprises. Alors que nous, on travaille dans beaucoup d'organisations où on sent qu'il y a aussi une envie, des réalités aussi, d'ouvrage à l'intérieur des organisations. Du coup, ma question, c'est quel est ton point de vue sur ce mouvement-là aussi ? Et du coup, deuxième question, c'est l'inverse, c'est le miroir. C'est-à-dire que, et nous, on vit ça vraiment chez Co-Design It au quotidien, c'est comment, quand on est indépendant, comment on apprend à faire collectif. Alors, et la question d'après, du coup ? Moi, c'est Thomas Burbidge. Je suis aussi indépendant et je fais aussi partie nous, on appelle ça un écosystème d'indépendants plus qu'un collectif qui s'appelle Lab Company. Et j'ai aussi créé un podcast au service des indépendants qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Et du coup, c'est une question sur la même thématique. C'est chez
quasi tous les invités qu'il y a sur le podcast, il y a toujours cette question de j'ai envie d'aller plus loin, j'ai une limite tout seul, j'ai envie de me structurer dans une forme de collectif. Et il y a de plus en plus de formats qui émergent, les collectifs. Nous, notre écosystème où c'est une boîte sans salariés et tous les indépendants qui nourrissent la boîte et font chacun leur truc. Il y a des agents de freelance, enfin bref, plein de différentes manières où on structure de manière collective tous les indépendants qui travaillent. Et du coup, ma question, c'était, c'est quoi ta vision, votre vision de vers où va aller, entre guillemets, le marché du freelancing, de se dire, il y a une limite à être tout seul, et à ces réflexions collectives qui arrivent, c'est quoi le nouveau modèle, selon vous, qui va émerger? Est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est l'écosystème? À quoi ça ressemblera, quoi? D'abord sur la question, c'est une excellente question, parce que ça s'appelle du labeur à l'ouvrage et pas du salariat à l'indépendance. Je pense qu'il y a eu un prisme ou un biais qui est le fait que parce qu'il y avait beaucoup d'indépendants, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants, parce que c'est WeMind et parce qu'il y a cette idée qu'ils sont un peu des pionniers sur la réflexion de comment est-ce qu'on construit un contrat d'ouvrage. Mais en réalité, moi je suis assez convaincue que c'est pas du tout impossible. D'abord, on peut faire entreprise quand on est freelance. Donc déjà, ensuite, moi je parle beaucoup d'autres métiers. Il y a de très longs chapitres sur les infirmières, les femmes de ménage, etc. Où en réalité la solution pour aller vers l'ouvrage, c'est pas forcément d'être indépendant, parce que ça veut dire quoi, être micro-entrepreneur au service d'une société d'outsourcing, c'est pas franchement l'ouvrage, c'est même l'inverse. Et on peut trouver des conditions de travail plus artisanales quand on réinternalise la fonction. Donc être salarié à temps plein, avec plus d'autonomie, avec du coup une sécurité économique qui va avec, une sécurité sociale qui va avec, et ça vous donne davantage des conditions d'ouvrage que si vous êtes micro-entrepreneur en bas de l'échelle au service de sociétés qui vous traitent comme un bouche-trou, ou en Angleterre des contrats 0 heure. Donc en fait, c'est pas du tout, voilà, effectivement, d'ailleurs je ne pense pas que le salariat n'est pas du tout en train de disparaître, et simplement lui aussi il se réinvente, et puis la distinction même entre salarié et indépendant n'est plus aussi pertinente qu'auparavant, parce que finalement il y a des indépendants aussi qui sont assez aliénés, ou certains aussi qui vont au travail de 9h à 19h dans des bureaux, qui sont toujours les mêmes, qui sont à la défense. Donc en réalité, c'est plutôt, la distinction se fait entre des critères différents. C'est est-ce que vous avez de la sécurité sociale et économique, c'est une stabilité. Est-ce que vous avez des conditions de travail qui sont autonomes, responsables et créatives? Est-ce que votre travail est télétravaillable ou pas? Ça aussi, c'est une distinction extrêmement pertinente dont on parle assez peu. Tout n'est pas télétravaillable. Il y a des choses qui sont vraiment liées, ancrées dans un lieu, et ça donne des conditions très très différentes d'organisation de ce travail. Et donc en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu essayer de questionner un peu les concepts et sortir de cette opposition qui est faite de manière un peu systématique et parfois simpliste entre le salariat et l'indépendance, comme si parmi les nouveaux précaires, il n'y avait pas une écrasante majorité de salariés. En fait, parmi les pauvres d'aujourd'hui, beaucoup sont salariés, énormément. Et puis alors après, sur la question du collectif, c'est une très très belle question à laquelle je pense que vous avez plus de réponses en fait que moi. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire dans ce genre de réponse, c'est citer des initiatives et des groupes qui le font, et croire très fort que c'est quelque chose qui est en train de se réinventer. Justement, puisqu'on parlait d'emploi dans des métiers peu payés, il y a des mouvements qui sont en train d'être inventés aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est-à-dire des nouvelles formes syndicales qui amènent à un pouvoir de négociation plus fort des travailleurs. Donc il y a par exemple le syndicat IWGB, Independent Workers of Great Britain, qui est affilié à un autre groupement qui s'occupe plus des salariés, qui est United Voices of the World, un titre très grandiloquent, qui est un mouvement britannique extraordinaire, qui est en train de se faire entendre avec très très peu de moyens, et vraiment lutter pied à pied sur vraiment des conditions de rémunération, des conditions de travail, dénoncer des abus, dénoncer des situations qui sont des situations de néo-esclavage. Donc ça c'est pour les moins favorisés, et puis pour les plus favorisés, oui, il y a parce que soit tout va être monopolisé par uniquement des plateformes à tous les niveaux, et en fait quand on parle d'indépendant, on nous fait croire comme ça que indépendant égale plateforme. En fait, non. Quand même, encore aujourd'hui, l'écrasante majorité des indépendants ne passent pas par des plateformes, ne travaillent ni sur Uber, ni sur d'autres plateformes. Donc, du coup, ça, c'est une manière, mais c'est absolument pas la seule. Et je pense que, justement, il y a beaucoup d'indépendants qui inventent autre chose, qui se disent finalement, en dehors des plateformes, alors les plateformes peuvent être
bien commodes pour plein de raisons. En réalité, elles ont aussi des qualités, mais elles sont pas la seule voie possible. Et justement, par rapport à la négociation, aller voir des directions des achats, etc., il y a un travail à faire. Quand on est un collectif, on est un peu plus fort, on peut se faire remarquer. Si en plus on regroupe plein de talents qui sont plutôt en position de force, on a moyen peut-être de faire un petit peu bouger les choses et de faire évoluer des conditions, pas forcément des conditions de rémunération, mais des conditions de travail, de la relation avec l'entreprise. Très bien. Alors, si vous avez d'autres questions, on va aller boire un verre après. Donc, ici, enfin voilà, là où sont Camille et Michael. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Laetitia, merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir. Et merci à tous d'être venus. J'espère qu'on pourra échanger encore quelques mots autour des chips. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est vraiment effleurer le livre. On n'a pas du tout creusé tout ce qu'il y avait dedans, donc je vous invite vraiment à lire le livre. Et puis, moi, je crois beaucoup à la dernière question qui a été posée, qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire en collectif. Évidemment, c'est une aventure individuelle, mais c'est aussi du collectif. Et on découvre, quand on travaille avec des indépendants, et c'est ce que j'ai découvert avec WeMind, qu'on a un collectif qui est celui de l'entreprise, qu'on a peut-être tous connu, qui est le collectif hiérarchique. Alors que quand on est indépendant, qu'on a fait ce travail de devenir soi-même, d'être indépendant, de connaître sa valeur et de savoir où on va, et ben en fait, on peut créer des collectifs qui ont une dimension qui est totalement autre que ce qu'on peut connaître dans la hiérarchie du salariat. Merci beaucoup, bonne soirée.